Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Meetup Feel Good inédit consacré aujourd'hui au projet Use It Again. Alors, je me présente, je m'appelle Benjamin Marin, responsable communication chez Exia et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Romain Pillard. Alors, Romain, navigateur, entrepreneur, fondateur de l'association Use It Again et grand activiste pour la protection des océans, qui va nous présenter aujourd'hui sa nouvelle et dernière aventure, battre le record du tour du monde à l'envers avec un trimaran reconditionné selon les principes de l'économie circulaire. Alors c'est un projet et c'est un très très beau challenge, hein, puisque juste pour replacer un petit peu le contexte, seulement 5 personnes à ce jour ont réussi à faire le tour du monde à l'envers. Et donc c'est un projet que Romain va vous présenter dans une minute. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je sais qu'on a beaucoup de nos collaborateurs qui suivent ce live avec nous aujourd'hui et j'en profite pour tous vous saluer et puis bien évidemment accueillir toutes les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Extia. Donc je vais me permettre juste de recontextualiser un petit peu pour vous expliquer qui est Extia et puis comment est-ce qu'on se retrouve à bord de cette aventure et de ce bateau Use It Again. Donc Exia, c'est une société de conseil en ingénierie. On a été fondé en 2007 par Arnaud Frey. Aujourd'hui, on est environ 2000 collaborateurs en France et en Europe et on accompagne nos clients dans la bonne réalisation de leurs projets sur les sujets IT, digitaux ou d'ingénierie. Exia, c'est aussi un modèle d'entreprise assez intéressant puisque on a été créé sur une idée forte, celle que le bien-être génère de la performance et c'est une idée qui nous porte depuis notre création. C'est une performance qui se voit dans le développement très rapide de la société, qui se ressent dans l'accompagnement qu'on peut avoir et les prestations de qualité qu'on propose à nos clients et qui se traduit notamment par une présence ininterrompue au palmarès Great Place to Work qui récompense donc les entreprises où il fait bon travailler depuis 10 ans maintenant, dont 5 années sur le podium. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette performance et cet engagement des collaborateurs, en fait, on le retrouve aussi dans les sujets transverses, notamment tous les sujets qui sont liés à la RSE. On sait que chez Exia, on a une forte appétence de la part des collaborateurs pour ce temps de projet. Et puis, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on a à cœur de, dans un premier temps, maîtriser l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement et puis de manière plus générale, d'utiliser les ressources de la société pour laisser une empreinte positive sur notre écosystème, sur la société dans laquelle on évolue et puis utiliser notamment les ressources de l'IT pour développer un monde plus inclusif et durable. Ça passe par plein de petites initiatives qui sont toujours lancées par nos collaborateurs et qui pilotent eux-mêmes, notamment un programme que j'apprécie particulièrement qui est celui du mécénat de compétences. Si vous en avez encore jamais entendu parler, on a en fait des ingénieurs consultants qui accompagnent à titre gracieux des associations partenaires d'Extia pour les aider et leur proposer les compétences qu'Extia peut avoir sur les métiers de l'IT ou de l'ingénierie. Aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine d'associations sur le sujet et puis c'est un programme qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis ça va passer également, comme c'est le cas aujourd'hui, par des soutiens à des associations ou alors à des projets auxquels on croit, comme c'est le cas aujourd'hui du projet de Romain et de l'association Use It Again avec ce beau message qui est porté par cette aventure, puisque je vous le rappelle, l'objectif de Romain et de son coéquipier, battre le record du tour du monde à l'envers avec un bateau entièrement retapé grâce à des matériaux écologiques ou de seconde main. Donc le grand message derrière auquel Exia s'associe, c'est de prouver qu'on peut faire de la performance en ayant un mode de consommation plus responsable et donc promouvoir l'économie circulaire. Sur ce, je laisse la parole à Romain. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, on prendra un petit temps d'échange après sa présentation pour y répondre ou du moins tenter de répondre à un maximum d'entre elles. Vous avez à droite de votre écran l'onglet questions sur lequel vous pourrez toutes les poser et puis on reviendra dessus une fois que Romain aura terminé sa présentation. Donc écoute Romain, à toi les studios. Bonjour à tous, merci Benjamin. Tu as quasiment tout dit. Alors voilà, notre engagement dans l'économie circulaire et la protection de l'océan, tout ça. Bon, voilà, je vais vous raconter un petit peu comment tout ça est né. Donc, on est à bord, non pas de l'ISS avec Thomas Pesquet, mais de mon bateau, mon trimaran ultime, comme on l'appelle.
Donc c'est une classe de bateau. Et c'est donc l'ancien bateau d'Ellen MacArthur que nous avons reconditionné. On lui a donné une seconde vie parce que ce bateau était à l'état d'abandon. Et avant tout ça, de revenir au projet qui nous intéresse, le fameux tour du monde à l'envers, c'est avant qu'il y ait un record, il faut une tentative de record, hein, Benjamin. Et donc, je vais vous raconter un peu comment tout ça est né. Donc, moi, j'ai un parcours effectivement d'entrepreneur et de navigateur. J'ai une agence de marketing sportif depuis 2004. Voilà, on est basé en Bretagne Sud, à la Trinité-sur-Mer. Et on fait du conseil et de la gestion de projet. On accompagne des marques dans leur communication. On fait des opérations de relations publiques. On a monté un événement important qui est le Tour de Belle-Île, qui est devenu un grand pro-am, donc avec, selon les années, 350 à 500 bateaux sur la même ligne de départ. Donc, c'est une belle journée de navigation auquel vous êtes tous conviés chaque année autour du 8 mai. Et donc, j'ai navigué pendant quelques années comme professionnel. C'était il y a très longtemps, en 2000, 2002, 2003, avec des skippers connus, etc. J'ai fait le championnat de France de course au large en solitaire avec la course la solitaire du Figaro. Et puis voilà. Donc après, donc j'ai continué à naviguer, mais moins comme pro, bien sûr. Et puis on a eu cet engagement, évidemment, j'avais toujours au fond de moi, il y a quelques événements dans ma vie qui ont fait que j'avais envie de m'attacher à ces sujets d'environnement en général. C'est première chose, c'était effectivement à la fin de mes études de commerce, un mémoire sur la COP qui se passait au Brésil à l'époque. Voilà, je ne sais plus quel numéro de COP c'était, mais voilà, c'est très d'actualité. Après, j'ai travaillé chez Patagonia une petite année en stage de fin d'études. Donc voilà, c'est pas mal d'événements comme ça qui m'ont sensibilisé à la protection des ressources, protection de la nature, effectivement, protection. Il fallait vraiment vivre en étant en harmonie, et c'est pas un vain mot, parce que travailler, faire ses loisirs, vivre, etc., en harmonie, en faisant attention aux ressources qu'on consomme, qu'on utilise, c'est vraiment quelque chose d'important, d'essentiel. On va y venir, évidemment. Et donc en 2015, on est parti sur un projet entrepreneurial en famille. Donc je travaille avec ma femme Aurélie, on a 3 enfants, à l'époque il y en avait que 2, et on est parti à Shanghai une année. Et là, on partait sur une mission de consulting pour un client, voilà, toujours sur les sujets de sport, d'événements sportifs. Et puis, on a vécu avec la réalité de la pollution shanghaïenne, chinoise. Et encore, Shanghai n'est pas la ville la pire du tout. Moi, je dis souvent qu'il y a des villes sacrifiées en Chine qui voient jamais le ciel, tellement il y a de pollution. C'est quelque chose d'impressionnant. Ça, c'est une vraie réalité. Et donc, on a vécu comme ça une année superbe d'un point de vue humain, culturel, etc. Mais aussi avec les contraintes liées à la pollution de ce pays dont on est tous responsables. Hein, voilà. Donc là, je pointe personne. En tout cas, surtout pas les Chinois. Et donc, cette année-là, j'ai rencontré l'ancien propriétaire du bateau dans lequel je me trouve, qui l'utilisait plus. Bon, voilà, il y a eu plusieurs péripéties. Il avait depuis plusieurs années. Ce bateau était à l'état d'abandon, on va dire ça comme ça, depuis plus de 6 ans. Et je lui ai dit qu'il fallait absolument que ce bateau en navigue. Donc c'est parti, le projet Uistegen, il est parti comme ça, de quelque chose de très simple. Et avec l'envie de donner une seconde vie à ce bateau, finalement, continuer à le faire naviguer. Et ça faisait un petit moment qu'il était sur un quai, dans un très mauvais état, puisque un bateau comme ça, il doit être entretenu. Et donc, on a... de cette réflexion, ton bateau il doit naviguer, est parti tout un projet. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce bateau qui était au top niveau, il était conçu en 2001, mis à l'eau en 2003. Ellen MacArthur a battu le tour du monde en solitaire en 2005. Donc c'était un bateau qui était au top, hein, à cette époque-là, et c'est un bateau aussi qui était à l'origine de tous ces nouveaux multicoques, trimarans ultimes, etc., qui sont dans la même classe que moi et qui sont voilà, très très technologiques aujourd'hui. Et il a vraiment aidé à concevoir des nouveaux bateaux, une nouvelle génération de bateaux. Donc on avait un bateau d'ancienne génération, il y a eu 4-5 générations depuis, donc très abouti technologiquement, avec des foils, on dit qu'aujourd'hui ces trimarans volent, ce qui est à peu près le cas, volent sur leurs foils. Le mien, pas du tout. C'est encore un vrai bateau qui navigue, voilà, qui tape dans la vague. Et en fait, il fallait trouver du sens à ce projet. C'est-à-dire que j'allais pas m'aligner avec un bateau d'ancienne génération en ayant
sur le papier, en étant effectivement dépassé, en arrivant à chaque course dernier, etc. Encore faut-il arriver. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, on va refaire naviguer ce bateau, mais on va donner du sens à ce projet. Et ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est de montrer que, ce bateau doit naviguer, lui redonner une seconde vie, et effectivement minimiser notre impact. Donc, en fait, l'objectif, c'était de monter un projet de performance en étant au top niveau, en naviguant sur des courses et des records les plus extrêmes, en faisant vivre donc des aventures à des partenaires, aux extiens, voilà, qui vont vivre tout ça. Et à plein d'autres, faire vibrer des gens, des jeunes, des enfants à qui je parle souvent pour les sujets de sensibilisation. Et donc, avec un projet qui est assez minimaliste, on peut dire. Parce qu'effectivement, quand même, le côté minimaliste, la sobriété est quand même un terme qui revient souvent dans le projet, forcément, et qui devrait revenir souvent dans la bouche de nos décideurs si on veut efficacement lutter aussi contre le réchauffement climatique de façon globale. Et donc, on est parti dans un projet assez particulier. On avait ce bateau à remettre en état et on a trouvé des matériels existants au maximum qu'on a reconditionné. Donc, ça passe par l'informatique qui est derrière moi. Donc, pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, et puis il faut quand même évoluer. Il y a les ordinateurs, je peux pas. Il y a un moment, je suis obligé de changer d'ordinateur, même si c'est un ordinateur de seconde main, il est quand même pas très vieux, parce que sinon les logiciels dont on a besoin suivent pas. Ça, c'est le classique que vous voyez avec vos smartphones tous les jours. Mais après, il y a des éléments importants, comme les voiles, par exemple. On a cherché des voiles un peu partout dans le monde, et c'est un gros boulot, parce que pour trouver des voiles, et je vais vous montrer, on va faire un petit tour tout à l'heure, des voiles avec une hauteur de mât de 30 mètres, c'est pas évident. Des voiles qui font les plus petites font 60 mètres carrés jusqu'à 250 presque. Donc c'est vraiment compliqué. Ça nécessite d'activer un gros réseau, trouver des voiles qui sont en bon état, et puis après il faut les retailler pour les adapter à mon bateau, etc. Donc ça, c'est un très gros sujet, mais il y a plein d'autres sujets comme ça. Ça va jusqu'au moteur, mon moteur qui est sous mes pieds actuellement. Voilà, et j'avais à cœur, on l'a sorti du bateau, on l'a désossé, on a remplacé des pièces, mais on l'a gardé, le moteur d'origine. Ce qui nous a coûté quasiment le même prix. Mais au moins, on n'avait pas un nouveau moteur neuf et un moteur ancien qui allait partir à la casse. Et la casse, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pollution, très, très clairement. Donc voilà, donc on s'est posé des questions sur tous les sujets du projet. Le côté matériel, bien sûr, et puis après, il y a le côté aussi organisation, à terre, etc. Et donc, on est resté dans ce côté assez minimaliste, tout en faisant les choses bien. C'est-à-dire que, donc, en étant très... ce qu'on a rencontré, ce sont vraiment les enjeux des entrepreneurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout bien faire. Il y a des choses on ne peut pas, on est obligé de faire neuf. Par exemple, prenez la peinture. Mon bateau, aujourd'hui, on a dû refaire une peinture. Il n'y a pas une peinture recyclée, une peinture écologique en extérieur, qui pourrait tenir sur le bateau. La peinture écologique à base d'algues existe, par exemple, mais ça sera pour votre petit intérieur. Ça ne sera pas pour mon bateau, ça ne tiendra pas sur les coques, etc. et à long terme. Donc il y a des choses, on est obligé de faire neuf. Mais il y a plein de choses qu'on a récupérées, qui étaient plus utilisées, pas forcément en mauvais état, mais dans d'autres teams professionnels, il y a un moment, je sais pas, ils changent d'aménagement, ils changent leur charte graphique, ils changent de couleur, tout simplement. Tout d'un coup, il y a tout un lot de pochettes qui va partir. C'est stocké quelque part et ils en font rien. Donc c'est plein de choses comme ça et on essaye à chaque fois qu'on a besoin de matériel, on dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché et qu'est-ce qu'on peut demander à nos fournisseurs aussi. Ça, c'est très important. C'est que là aujourd'hui, spécifiquement pour le tour du monde, on prend 2 désalinisateurs que j'avais pas à bord parce que j'étais soit sur des transats, etc. et je partais avec mon volume d'eau nécessaire, volume d'eau douce, mais au large, pendant aussi longtemps que le tour du monde, il va me falloir un désalinisateur. Donc là, on a contacté le fabricant, il lui a dit bon, votre matériel est super, on veut partir avec ça, mais on veut pas des neufs, on voudrait de l'ancien. Est-ce que vous avez un désalinisateur reconditionné, quelque chose que vous avez pu retrouver ou qu'on pourrait réassembler. Voilà. Donc ça, on en a 2 comme ça qui sont reconditionnés, on part avec 2. Puis c'est plein d'exemples comme ça. Tous les jours, les panneaux solaires, c'est pareil. On va faire un tour, je vous les montrerai. Et donc, cette préoccupation, elle est au quotidien. Et donc, on s'est engagé comme ça. Donc, on a appelé la campagne Use It Again. C'était en 2000, on a lancé ça en 2016. En 2018, j'ai couru la route du Rhum. Alors, c'est vrai que là, j'y pense en même temps. Benjamin, tu me fais pas signe. Il y a tous les petits slides à montrer. Voilà, c'est important pour animer tout ça. Et je dois tout faire.
Donc, donc là, voilà, c'était le bateau quand on l'a récupéré. Je reprends un peu le fil hein, des slides et des petites photos sympas à vous montrer. Donc, donc là, effectivement, le bateau, quand on l'a récupéré, c'était à Brest, dans le port de commerce. Il était en piteux état. Bon, ça, c'est des jolies photos noir et blanc pour masquer voilà, quand il était. Vous voyez un peu l'immensité de l'environnement. Bon, mon bateau, il fait 23 mètres par 16. Et donc, on l'a convoyé, pour vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, en 2016, on l'a convoyé. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a même tracté, je voulais dire, de Brest à Lorient, parce que le moteur était totalement HS. Donc, c'était quelque chose d'impossible. Attendez, j'en ai raté une, je crois. Bon, voilà, ouais, ça, c'est un petit détail. Et là, bon, voilà, c'est moi tout sourire à la remise à l'eau du bateau en 2018, puisqu'on a mis un moment à mettre ce projet en route, on va dire, parce qu'il a fallu trouver des financements, il a fallu faire tout ce grand chantier de refit, comme on dit, et ça c'est très compliqué sur ces bateaux-là. Et donc le premier gros projet, ça a été la route du Rhum, comme je disais en 2018. Donc ça c'est la photo que vous voyez actuellement, c'était en 2018 et en septembre 2018 quand voilà, avec Remake, qui était mon grand partenaire pour la route du Rhum, qui est engagé dans le reconditionnement d'iPhone. Salut Ludovic si tu nous vois. et donc voilà, donc ça c'est l'entraînement. Là c'est le bateau que je vais vous montrer. Il y a quelques photos d'illustration. Donc ça c'est l'entraînement effectivement pour la route du Rhum. Et donc on est arrivé avec ce projet là pour de façon un peu comme des extraterrestres. C'est-à-dire que moi j'étais donc dans la route du Rhum. Donc il faut savoir c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre tous les 4 ans. C'est la course en France la plus connue avec le Vendée Globe. La course à 40 ans. Donc c'est vraiment une légende. Hein. Évidemment, j'avais à cœur de la faire. Tout marin veut faire cette course. C'est quand il en a envie, quand il peut, quand il en a envie, évidemment, et le courage de partir au mois de novembre depuis Saint-Malo. Et donc ça a été effectivement un peu un Graal pour moi à cette époque-là. Je pensais pas aller jusqu'à ce que je vais faire bientôt, mais c'était déjà énorme d'arriver sur ce bateau en solitaire, hein, parce que mener un bateau de 23 mètres comme ça en solo, c'est pas donné à tout le monde, c'est un peu complexe quand même. Et donc j'arrivais avec ce message dans cette classe ultime avec des bateaux flambant neufs, super high-tech, des budgets. Il faut savoir aujourd'hui un bateau c'est 17 millions hein, à construire, c'est des budgets d'environ 4 à 6 millions par an d'entretien, etc. C'est des équipes de 40 personnes. Voilà, c'est vraiment des écuries de Formule 1. C'est un truc de malade. Moi, j'arrivais avec mon petit projet, petit budget, gros message, évidemment, en disant non, mais on peut faire de la voile autrement. Alors, j'arrivais avec beaucoup d'humilité parce que j'étais avec Francis Joyon, Armel Lecléache, François Gabard, etc., des grands noms de la voile que je connais évidemment. Je suis dans le milieu, mais voilà, moi, j'ai pas leur expérience. C'était ma première course en solitaire sur un trimaran de cette taille-là, même si j'avais fait beaucoup de multicoques de trimaran auparavant. Et donc, j'allais arriver avec beaucoup d'humilité. Et là, c'était de dire, voilà, use it again, remade, voilà, on peut faire de la voile autrement avec des petits moyens. Donc ça a interpellé pas mal de gens, pas mal de médias, et moi j'y allais de façon très très low profile, comme on dit, et j'ai fini la course à la 4e place sur 6 dans cette classe-là. J'ai eu mon lot de très grosses embûches, très gros problèmes à bord. J'ai dû m'arrêter une fois. Là, voilà, bon, la grand voile était tombée. Je vais passer les détails. Une fois à la Corogne, je me suis fait un pit stop de 6 heures. Je suis reparti. Quelques jours après, j'ai failli perdre mon mât. Et effectivement, on avait traversé des grosses tempêtes, voilà, qui se sont enchaînées pendant une semaine et plus. Mais donc, je suis bien arrivé à Saint-Malo. Donc là, voilà, je vais passer en même temps. Je suis pas bon, hein, t'as vu, pour faire ça simultanément, hein, Benjamin. Je suis désolé, hein, on ne voudrait pas. Et donc voilà, donc ça c'est le départ à Saint-Malo, c'est un super événement et donc on y sera avec Extia aussi l'année prochaine. Donc ça c'est la veille du départ, on passe les bassins. Donc c'est un très gros moment sur les côtés, vous voyez une foule énorme, une grosse ambiance, musique, etc. Donc c'est vraiment très émouvant et très 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 sympathique. Donc voilà, ça c'est une dernière image avant de partir avec ma combinaison de survie ou presque, où là effectivement il peut tout se passer. Rien de matin avec cette combinaison-là. Et donc voilà, donc là on passe du départ à l'arrivée, où effectivement je soutiens toujours une association en Guadeloupe très engagée pour le climat. Et donc
Du coup, voilà, le message, on va dire, était passé. Oui, je suis arrivé, j'ai fait mon premier gros projet. On a commencé à en entendre parler. Donc, là, vraiment, on peut dire qu'à ce moment-là, Use It Again prenait de l'ampleur. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est toujours, en fait, de courir, donc de faire des projets, d'avoir des projets sportifs d'envergure pour porter haut le message. Moi, ce que je dis souvent, c'est que mon trimaran, c'est un support. Je suis pas le pur marin qui cherche de l'argent et qui va se demander ce qu'il va pouvoir mettre sur sa coque pour attirer des sponsors. Le sujet, c'est pas ça. C'est on a créé le fonds de dotation de Use It Again. D'ailleurs, Benjamin, c'est un fonds de dotation à Use It Again. Donc, le fonds de dotation, c'est entre l'association et la fondation, pour info, vous qui nous écoutez. Et donc, on a un fonds de dotation reconnu d'utilité publique pour le développement de l'économie circulaire. Et l'idée, c'est effectivement que ce bateau nous serve de support pour porter le message et porter le message en action. Comme je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, les grands messages des uns, des autres, des politiques, des sportifs, de qui on veut, ne suffisent plus. Aujourd'hui, il faut s'engager, il faut agir. Donc moi, dans mon coin, en tant que sportif, je montre une certaine voie. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire et que tout le monde devrait naviguer avec un ancien bateau, mais en tout cas, je montre qu'on peut faire les choses différemment, qu'un monde différent est possible. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Donc, j'en parle auprès des entrepreneurs, auprès de collaborateurs d'entreprises comme vous, auprès d'étudiants, auprès de jeunes enfants, d'écoliers. Je suis ambassadeur d'associations, voilà, d'une association qui s'appelle Children for the Oceans. Et là, j'aime beaucoup parce que ce sont des jeunes qui vont porter eux-mêmes la bonne parole, voilà, en parlant à leurs congénères, voilà, en classe, dans d'autres écoles, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis parrain aussi d'une association qui s'appelle Respect Océan. Là, c'est plus un côté corporate, mais c'est les entreprises qui s'engagent effectivement vraiment sur la protection de l'océan, avec un aspect fort sur l'économie circulaire. Et donc voilà, c'est encore une fois, je suis qu'un support, qu'un objet pour provoquer l'engagement dans le changement. Et ça, c'est super important. Donc, du coup, aujourd'hui, on va venir à ce projet extraordinaire qui nous tend les bras. Aujourd'hui, donc depuis la route du Rhum, en fait, il y a eu les courses ont été annulées à cause du Covid. Et là, je suis parti sur un projet assez incroyable qui est le Tour du monde à l'envers. Donc, le record du Tour du monde à l'envers. Alors, pourquoi à l'envers? Je ne vais pas y aller en marche arrière, comme j'entends souvent, ni avec le bas dans l'eau. C'est pas ça. C'est parce que, en fait, il y a le Tour du monde classique qui est d'ouest en est. Avec les vents dominants quand on tourne autour de l'Antarctique. Donc, imaginez, vous partez de Bretagne, de France, vous descendez l'Atlantique, et là, vous vous dirigez vers le cap de Bonne-Espérance, vous allez donc vers l'est, et là, vous attrapez des vents portants qui tournent tout autour de l'Antarctique et qui sont donc portants et qui vont vous emmener jusqu'au Cap Horn, voilà, qui est le dernier cap à passer avant de remonter l'Atlantique. Et ben nous, c'est différent, on va le faire à l'envers. Donc on va viser, on part d'Atlantique et on va viser le Cap Horn. Donc là, c'est le gros morceau d'entrée de jeu, au bout de 3 semaines et demie, quelque chose comme ça. Et là, on attaque le Cap Horn avec des vents contraires qui ont tourné autour de l'Antarctique, qui sont très très puissants, les vagues avec. Et là, à nous de nous débrouiller pour aller donc dans l'autre sens, donc comme vous disiez, d'est en ouest. Voilà. Alors, la particularité de ce record, de notre tentative de record en multicoque, c'est que le multicoque, globalement, n'aime pas le faire du près, donc remonter au vent. Donc, on va se rallonger la route. Et là, je vais vous montrer effectivement une petite slide. Attendez, il y a plein de photos en fait. On vous a immergé dans l'aventure et c'est la suivante. On pourra les repasser après. Et là, voilà, c'est pour vous expliquer effectivement. Donc vous voyez, on part d'Atlantique, de la façade atlantique en France ou ailleurs, on verra, et on descend donc vers le Cap Horn. Et là, on remonte après le Cap Horn, vous voyez, on remonte un petit peu le long de la cordillère des Andes pour aller chercher des vents portants dans le Pacifique. Donc voilà, je vois une photo, là, quel est l'intérêt de faire ce tour du monde à l'envers? Oui, c'est complètement bête, hein, effectivement, on en parlera après. Donc, si je vous raconte un peu le parcours, et donc on va remonter un peu dans le Pacifique, on ne va pas être à la latitude proche de l'Antarctique comme sur le Vendée Globe, par exemple, vous voyez, ou les tours du monde en solitaire classique ou équipage d'ailleurs, qui s'appelle le Trophée Jules Verne. Donc on va être un peu plus haut, et c'est comme dans l'Atlantique, quasiment, il y a des vents portants, mais il faut aller plus haut. Donc on se rallonge la route pour aller plus vite. Donc en fait, tout notre calcul, c'est
ok, on va faire beaucoup plus de route, mais on va aller tellement plus vite que si on essaye de remonter face au vent autour de l'Antarctique, que ça vaut le coup. Et normalement, selon effectivement les prévisions et nos calculs, ça devrait valoir le coup. Et si tout se passe bien, les 122 jours du record actuel peuvent être largement battus. Mais la voile est un sport mécanique. Et comme je dis souvent, avant d'imaginer battre un record, bah, il faut finir, il faut terminer. On aura notre lot de galères, on aura énormément de matériel à bord pour réparer, changer des choses, etc. Il faut faire face à toutes les situations possibles. Et je le rappelle, ce tour du monde, donc ce record du tour du monde à l'envers, c'est sans assistance, sans arrêt. Si on a besoin d'assistance, si on a besoin de s'arrêter, eh ben on n'est plus en mode record, ça sera plus homologué. Voilà, donc c'est vraiment non-stop. Et là, donc je pars en double cette fois-ci avec un super équipier qui s'appelle Alex Pella, qui est espagnol, qui est un peu le Lionel Messi de la voile, qui est voilà hyper reconnu, qui est détenteur du trophée Jules Verne, donc du tour du monde à l'endroit, qui a été c'était un équipier de Francis Joyon en 2017, je crois. Et donc, voilà, il a navigué sur plein de supports, il connaît par cœur le multicoque et on s'entend très bien. Il y a plein d'histoires à raconter, beaucoup de blagues et je pense qu'on devrait passer un bon moment. Donc, on va être confinés dans notre petit bateau parce que je dis petit parce que vous allez voir l'habitacle. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit tour si ça vous va, Benjamin, si c'est OK comme ça. On fait un petit tour. Je me balade avec mon téléphone dans la poche. Hop, mon ordi. Tiens, je vais éteindre la charge. Ça devrait aller. Attendez, je regarde. Je me cale. Hein. Je me cale pour faire le partage de connexion. Alors, donc là, j'étais donc à la table à cartes. Là, je me mets dans l'entrée. Je vais retourner l'ordi après. Et là, vous voyez donc toute ma table à cartes, toutes mes commandes, l'ordinateur, on gère la météo, la communication, toutes les belles images et les vidéos que je vous enverrai. Donc ça sera d'ici. Il y a le GPS, il y a les instruments bon bref, il y a tout plein de choses ici. Là, quand je suis en solitaire, j'ai une banette, donc un lit. Et en fait, ça me permet d'être vraiment juste à côté de la sortie. Là en face, ouais, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est mon bureau, la chambre à coucher, tout. Hein. Voilà. Là en face, j'ai appuyé sur un truc, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon voilà. C'est ma cuisine, voilà. Donc la cocotte minute dans lequel on fait tout, le petit évier, et après on passe donc à l'avant. Donc à l'avant, ça sera la partie lounge, la partie lounge pour se reposer. Donc là, hop, je vous fais avancer. Voilà, donc là on a une banette donc qui va être qui est relevée et dans laquelle celui qui ne navigue pas se repose. C'est-à-dire qu'en fait en double, on est souvent en fait c'est du faux solitaire. On dit souvent que c'est ça. Donc celui il y en a un qui navigue et l'autre qui se repose, qui mange, voilà, etc. Donc on a besoin de récupérer et ça c'est top, c'est l'avantage du double, c'est qu'on fait confiance à son copain à côté et nous on peut se reposer. Donc voilà, on a installé, vous voyez tout ça. Alors je vais vous raconter des trucs marrants à propos d'économie circulaire et de réemploi. Ça, c'est du tissu, un tissu que j'utilise sur pas mal d'endroits dans le bateau. C'est du tissu d'airbag. J'ai mis la main sur une boîte qui produit ces tissus-là, donc il y a quelques années. Et en fait, c'est un super tissu. Et eux, donc vous imaginez un peu le niveau de fiabilité, etc., le process qu'il faut pour fabriquer des tissus d'airbag. Dès qu'il y a un micro défaut, il y a tout de suite des centaines de mètres qui partent au rebut. Et le rebut, ça veut dire à l'enfouissement, en fait, hein, très clairement. Donc j'en ai récupéré, donc c'est génial. Donc ça va nous faire notre banette. Ça, c'est des pochettes qui ont déjà fait le tour du monde sur un autre trimaran géant. Bah voilà, c'était plus utilisé. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le truc classique, et ils vont pas au bout du truc, mais ils veulent changer. Bon, bref, voilà, c'est un problème. En tout cas, moi, ça me fait des super pochettes. Donc là, on va avoir nos effets personnels, sac de couchage, etc., qui seront là. Hop, je change doucement, voilà. Donc là, c'est derrière moi, vous avez reconnu. Là, il y a un autre hublot. Ça, c'est le hublot. Ça, c'est le radeau de survie. C'est si ça se passe mal, eh ben, on doit évacuer. Donc, on évacue en passant le radeau par ce hublot où il y en a un autre en face aussi. Et là, on met la combinaison de survie, on balance le radeau et advienne que pourra. Voilà. Donc ici, là-dessous, sous cette petite boîte, il y a le désalinisateur qu'on voit aussi en partie là. Voilà. Donc ça, on va se produire notre eau douce. Voilà, c'est notre fontaine à eau. Et là, alors attendez, je repars dans l'autre sens, d'où je suis arrivé. Donc, vous avez vu, hein, c'est tout petit hein, quand même. Ici, alors ça n'a pas grand intérêt, on l'appelle la grotte, mais c'est assez amusant de voir ça vite fait
pour ceux qui voudraient faire un long voyage, bah là, il va y avoir tout notre matériel, toute notre bouffe, etc., tout l'avitaillement. Donc, cet espace, il va être hyper blindé. Et on part, faut savoir que sur un tour du monde comme ça, pour 2 personnes, on part avec quasiment 1 tonne de matériel en plus. Pas loin d'1 tonne entre la nourriture, qui prend énormément. La nourriture va être sur à peu près 500 kilos. Et, le matériel, comme je vous disais tout à l'heure, de réparation. Il faut savoir qu'il faut tout faire. On part avec des outils comme à la maison. Hein. On part avec la scie, voilà, la perceuse, etc., etc. Quoi. Donc, voilà, donc plein de choses comme ça. Donc maintenant, je sors. Hop, voilà, tac. Et regardez les belles lumières de Bretagne. C'est pas beau ça? Entre les grains, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est mon bateau. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Un petit logo Extia. Mon bateau, Loma. Donc Loma, vous avez de la chance, il y en a un parce qu'il y a 2 jours, il n'y en avait pas. Hop là, voilà, 30 mètres de haut. Et là, en fait, on a rematé, parce qu'on a fait donc, essayer de pas mettre à contre-jour. On a rematé hier, attends, c'était quand? Non, avant-hier. Et là, on a remis les voiles, donc, etc. La grand voile, elle est où? Elle est là, voilà. Les voiles d'avant, donc tout ça, c'est en préparation. Et on a fait tout ça pour. En fait, on a mis le mât à terre pour changer des choses qui, voilà, en prévision, effectivement, et tout regarder, parce qu'à l'intérieur du mât, il y a des drisses, donc c'est plein de petits bouts. Il y a plein de bouts qui passent là, et il y a aussi de l'électronique. Donc il fallait vérifier tout ça. Et donc là, on est hyper serein maintenant. Voilà. Alors attendez, excusez-moi, j'espère que ça va pas trop vite. J'essaye de vous faire la visite guidée. Hein, c'est pas le Orange Extia, mais on n'est pas loin, hein, Benjamin. T'as vu un peu? On est à 2-3 pantonnes, c'est magnifique. Voilà. Et en fait, on s'est l'inspiration, donc on a fait une petite déco du bateau. Et l'inspiration, c'était ce orange fluo, c'est un orange fluo de sécu que j'ai. C'est la voilà qu'on retrouve sous le bateau s'il se retourne pour qu'il soit identifié par un contrôle, un survol aérien. Donc ça, c'est quelque chose qui nous amusait pas mal. Donc là, tiens, d'ailleurs, on l'aperçoit un tout petit peu. C'est sous le bateau. Là, je vais essayer de vous montrer. Alors, on va essayer de faire un truc marrant. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Je sais pas, vous apercevez une petite tache orange fluo là? Peut-être, Benjamin, tu me dis, non? Sous la toque. On la voit, c'est très léger, mais on la voit un petit Ouais, peu. voilà. Bon, voilà, donc c'est pour dire voilà, il y en a plein. Donc c'était un peu l'inspiration. Et donc on a des petites touches comme ça sur les voiles et sur les coques. Donc voilà, c'est assez sympa. Et puis on a quelques partenaires comme vous qui nous avaient rejoints. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc en fait, effectivement, ça c'est du tissu reconditionné également, quoi, réemployé plutôt. C'était un taux, ça s'appelle un taux de voile, qui était utilisé, mais sur un autre bateau plus petit. Donc, on a récupéré, on a rajouté ce qui manquait, etc. On l'a refait. Le fameux tissu dont je vous parlais, qui me sert aussi à couvrir mes winches. Les winches, c'est ces machins-là, là, avec tourelles, qui servent à hisser les voiles, que je commande depuis ici, voilà, depuis la colonne de winch. Vous voyez, voilà. Donc, un petit peu. Bon, après, il y a plein de choses, mais on va être pressé par le temps. Et puis les plus chanceux d'entre vous viendront naviguer un jour, hein, je crois. Ça arrivera peut-être. Voilà, voilà. Je vais me remettre à l'intérieur parce que je suis un peu ébloui, il y a trop de soleil. Voilà, alors, vous voyez, quand je suis. Donc, attendez, juste pour vous montrer un truc. Donc, quand je suis dehors et que je manœuvre, donc je suis là, et hop, ça me permet de rentrer très rapidement. Tac, voilà, à l'intérieur. Voilà. Hop là, sans faire tomber l'ordi. Bon, bah, j'espère que la visite vous a plu. Le bateau est à vendre au prix de. Ah non, jamais. Bon, voilà. Donc, on a fait ce petit tour du propriétaire pour vous montrer effectivement dans quoi on va vivre pendant. Merci Amy, tu trouves ça superbe, tant mieux. Euh, pour vous montrer un peu dans quoi on part, pour 3 mois et demi. Les prévisions, c'est autour de 110 jours, un peu moins peut-être si tout va bien. Mais franchement, il y a tellement de si, c'est très compliqué d'en parler. Donc déjà, comme je disais, arriver, voilà. Et donc le départ, ça va être vers la fin novembre. On est en train de discuter d'où on va partir exactement. Et on va vous donner plein d'infos via effectivement Benjamin, toute l'équipe et sur les réseaux sociaux. Donc on vous encourage à nous suivre sur Instagram, sur le compte Romain Piliard du Visit Again, bien sûr. On a plein d'infos tous les jours, des petits trucs assez sympas, etc. On monte un peu la déco, etc. Et tout ce qui se passe au jour le jour. C'est un bon moyen de nous suivre sur LinkedIn aussi et autres. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que c'est le moment.
Oui, tout à fait. Alors, j'en ai vu pas mal là, dans l'onglet questions auxquelles on va répondre. Il y a également une dimension du projet qui pourrait être intéressante à partager. C'est cet aspect scientifique. Et alors ça, parce que moi j'ai Ouais, plein de bien questions sûr. en live là qui m'arrivent en Ouais. parallèle, en plus du chat. Mais du coup, les gens me demandaient, est-ce que potentiellement tu peux expliquer un petit peu ce projet-là? Oui, carrément. Ouais, je sais pas, je suis allé un peu vite là-dessus. Alors sur le côté notre engagement sur la protection de l'océan, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement engagement auprès d'associations, c'est une chose, mais effectivement, on va faire le premier enregistrement acoustique mondial, donc sous-marin, sur tout notre parcours. C'est qu'on va enregistrer tout notre parcours. Alors de façon basique, on prend un micro, on le met dans l'eau et on enregistre ce qui se passe. Sauf que c'est hyper compliqué dans les faits, mais tout cet enregistrement on va le donner à des acousticiens avec qui on travaille, ils vont analyser tout ça, et en fait, avec ce micro spécifique, ils peuvent déceler des espèces qu'on va rencontrer qui seront pas loin du bateau. Et donc ça, c'est quoi, pas loin. Il y en a qui peuvent être décelés à plusieurs dizaines de kilomètres même. Ça peut arriver si les conditions sont bonnes. Mais donc, on récupère toutes ces infos et eux, ça leur permet de comprendre effectivement quelles sont ces espèces, parce que par le son, ils savent très bien dire tiens, ça c'est voilà une baleine bleue, voilà, elle est à 10 km, très bien. Et donc, ça leur permet de comprendre qui est là, à quel moment. Donc, en gros, qui fait quoi. Donc, tiens, il y a une baleine bleue à 10 000 du Cap Horn, à cette saison-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas à être là. Bon, ou au contraire, oui, c'est normal. Ah, mais au contraire, on n'en a pas vu du tout, c'est bizarre, tu aurais dû en rencontrer, etc. Donc, la pollution sonore, en fait, c'est vraiment ce sujet-là est super important. On parle d'ailleurs de plus en plus de pollution sonore, même chez nous, les humains sur Terre. La pollution sonore tue des humains et elle tue aussi beaucoup d'espèces. Donc ça va permettre de comprendre. Donc on va comprendre leur déplacement et on va aussi capter des bruits sonores, des nuisances sonores importantes qui vont effectivement les déboussoler complètement. C'est les bateaux militaires, c'est le trafic de navires marchands, etc., etc. Nous, j'espère qu'on va pas trop les embêter. J'ai pas trop de foils, de choses comme ça dans l'eau. J'ai juste une dérive et 300 francs et la dérive n'est pas tout le temps. Donc on fait le minimum. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui a jamais été fait. Donc c'est embryonnaire dans le sens où effectivement c'est très artisanal, on y va avec nos moyens, c'est compliqué parce que mon bateau va vite quand même, le matériel n'est pas trop fait pour ça. Et donc tous les jours, à chaque fois qu'on sort en entraînement, on fait des tests. Et normalement, on espère revenir avec le maximum de data. Et donc, Extia s'engage. Tu en parlais tout à l'heure, Benjamin, effectivement, l'aide aux associations, etc. Et la mise à disposition des compétences d'Extia. Bah là, effectivement, Extia s'engage pour fournir. On va sortir, si tout se passe bien, des données sur un site web et donc une cartographie tout au long du parcours. On pourra voir effectivement quel type de cétacés, d'espèces on a rencontré. Voilà. Donc ça va être le boulot post-record, post-tour du monde. On espère qu'il y aura un record à la clé. Et donc, il y aura plein de choses à raconter après. Et donc, l'aventure ne fait que commencer. Voilà. Merci Robin pour ces éclairages. Alors on a quelques questions dans le chat. Tu parlais justement à l'instant du record. On a Frédéric qui admire apparemment votre confiance avec ton partenaire sur le fait de pouvoir se battre ce record et qui demande sur quels éléments en fait vous vous basez. Et puis du coup j'imagine comment est-ce que vous entendez battre ce record? Alors, alors la confiance, elle s'acquiert en connaissant très bien son bateau, en connaissant bien son équipier, en étant persuadé de former un bon duo, ça c'est une chose. Et en fait, c'est plus qu'un duo, c'est un trio avec le bateau. Et ce bateau, en fait, il est hyper fiable. Donc, le bon côté de ce bateau, c'est qu'il est très fiable, il est robuste. Il a été conçu donc pour le record du Tour du Monde en solitaire d'Ellen MacArthur, donc comme je disais tout à l'heure, en 2003, mis à l'eau en 2003. Et là, il a été fait aussi, comment dire, sans prendre trop de risques technologiques, où effectivement le niveau de fiabilité était vraiment monté. Donc ça veut dire que ils ont pas baissé le curseur pour être plus rapide, etc. En gros, c'est le poids aussi qui fait, c'est vachement le poids qui fait la vitesse du bateau. Ben, on va dire que c'est un bateau plus lourd qui ne pourrait l'être, mais c'est un bateau très robuste parce qu'ils ont voulu du matériel qui tient. Et c'est ça aussi un des messages de Use It Again, c'est de se dire que quand on produit quelque chose, quand on produit bien quelque chose de bonne qualité avec de matériaux robustes, et ben on travaille dans le temps. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'on n'est pas là tout le temps à changer parce qu'on a cassé, parce qu'il y a mieux, etc., etc. Donc cette confiance, effectivement, c'est aussi toute la préparation. J'ai une équipe technique là, ils vont reprendre tout à l'heure. J'ai une équipe technique qui travaille d'arrache-pied depuis le mois de
septembre, et un peu avant déjà, bien sûr. On avait préparé l'hiver dernier, quand le bateau était sorti, on a préparé le bateau dans cette optique-là. Mais là, depuis septembre, la préparation s'est accélérée. Et donc, ils sont 3-4 à bosser dessus, plus tous les prestataires extérieurs, électronique, voile, boot, etc. Donc, il y a beaucoup de monde autour de ça. Et a priori, donc, on pense former un bon duo, on a un bon bateau, a priori, et maintenant, il n'y a plus qu'à faire une bonne nave. Bah, écoutez, excellent. En tout cas, c'est bien évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Alors, on a Lucie qui s'interrogeait, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais qui se demandait ce que pensaient tes concurrents de ce projet de bateau rénové à l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas si c'est concurrent, si c'est Fellow Ouais. Navigator. Ouais, alors, je pense que leur avis a beaucoup évolué globalement depuis 2018 avec la route du Rhum, hein, et l'année où j'ai remis le bateau à l'eau, parce que effectivement, d'un projet un peu, il navigue sur un vieux bateau, bon, et ben là, on montre qu'on fait un projet d'envergure, qu'on parle à beaucoup de gens, qu'on participe à beaucoup d'événements, etc., et que c'est pas que de la voile pure. Et le sujet climat en général, hein, on va dire ça comme ça, étant tellement proéminent et tellement dans l'actualité, même l'économie circulaire. Quand j'en parlais en 2017-2018 d'économie circulaire, on me regardait avec des grands yeux. Alors aujourd'hui, globalement, tout le monde sait, quoi. Beaucoup de gens savent ce que c'est. Ils ne l'appliquent pas forcément, mais ça c'est autre chose. Et donc, aujourd'hui, leur appréciation du projet, je pense, a évolué positivement. Si au début, ils pouvaient trouver ça peut-être un petit peu original, on va dire ça comme ça, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se dire que, bah voilà, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place. Et si plein de valeurs d'une part, et puis si effectivement on arrive à battre ce record, bah là on aura montré certaines choses. Alors, une question un peu pratico-pratique, cette fois-ci de Vinciane, qui se demande comment vous allez faire au niveau de la gestion des déchets alimentaires. Alors, on balance tout, hein, on s'en fout, on est au milieu de l'océan, hein, voilà. Non, alors, pour être très transparent, on emporte malheureusement trop de plastique, beaucoup de plastique, mais il n'y a pas le choix. Si on veut conserver notre matériel, on est obligé de faire beaucoup de sous-vide, notre nourriture, pardon. On fait beaucoup de sous-vide, mais ces sous-vides seront nettoyés à l'eau de mer après voilà, avoir consommé. Donc, c'est des sachets, c'est des choses comme ça. Et puis, on stocke tout dans des poubelles, dans le bateau. C'est pour ça qu'on les lave, pour pas que, voilà, au bout de 3 mois, ça sente le mort à l'intérieur. Et donc clairement, on gère tout ça avec des poubelles classées, plastiques. On a quelques boîtes de conserve, donc l'alu, voilà, bien sûr, on garde tout ça dans un coin. Et tout ce qui est déchets organiques, si on a un petit peu, bah, bien sûr, ça part à la mer, c'est pas un souci. Et sinon, on conserve évidemment tout. Et en fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que le bateau fait 23 mètres de long. Il y a d'autres compartiments que je peux ouvrir avec des trappes, etc. Et là, on stockera dans ces compartiments-là. Merci. On a Aïda qui se demande si tu as mis au point des innovations côté technologie low-tech sur la conception du bateau. Alors, c'est hyper intéressant parce que moi j'aime beaucoup le mouvement low-tech, on va dire ça comme ça. C'est très intéressant. Aujourd'hui, alors on n'était pas dans la conception du bateau. Nous, c'est pas une conception puisqu'on est dans le réemploi. Donc on n'est pas parti de zéro pour effectivement faire un bateau éco-conçu. C'est pas tout à fait ça. C'est même pas ça du tout. Mais du coup, c'est un mouvement que je suis beaucoup. On peut pas dire que nous on n'a pas fait de grandes innovations. C'est-à-dire que le panneau solaire existait, l'éolienne existait, donc ça c'est ce qui va nous fournir notre énergie propre. Par contre, comment dire, on a poussé au maximum de ce qu'on pouvait faire sur le côté effectivement réemploi et aussi gestion des déchets. C'est-à-dire que nous, quand on doit changer du matériel parce qu'il est obsolète, parce qu'on ne peut plus l'utiliser pour une question de sécurité à bord, eh ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on essaye de trouver une troisième vie, ou voilà, quand nous on a donné une seconde vie à ce matériel, on essaye de trouver une troisième vie, et il n'y a rien ou presque qui part à la déchetterie. Donc tout ce qui va être visserie va être fondu, donné, voilà, et recyclé. Tout ce qui va être voile, par exemple, va être soit offert à des associations pour faire une bâche, soit j'ai un ami artiste qui va faire une grande fresque, peut-être pendant le tour du monde, on va voir, il va utiliser une grande voile d'avant, ce grand triangle de 150 mètres carrés pour faire une fresque. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc on se soucie, vraiment on essaye de boucler la boucle, ce qui est très difficile, parce que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans un sport qui est magnifique à regarder, à contempler, mais qui est absolument dégueulasse à produire. Alors, les bateaux, c'est de la pétrole
pétrochimie, c'est du carbone. Les voiles, c'est pareil. Les bouts, c'est pareil. Donc ça, on va pas se cacher à son petit doigt. Donc, faut faire avec. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Alors, on travaille à des solutions éco-conçues, notamment pour les voiles. Et j'espère l'année prochaine produire une nouvelle grand voile à base en intégrant des fibres de lin. J'aurais pas le choix parce que ma grand voile qui a déjà fait la route du Rhum plus que quelques années depuis va faire le tour du monde, mais là elle sera cramée pour la route du Rhum 2022 a priori. Déjà si j'arrive à faire le tour du monde et qu'elle tient, ça sera vraiment magnifique. Mais on gérera sa seconde vie puisqu'elle était neuve pour la route du Rhum. Mais dans la prochaine, on va essayer effectivement d'avancer en intégrant des fibres de lin, et ça sera une première mondiale sur un bateau aussi grand. Il y a déjà des petits bateaux qui l'ont fait, mais là, ça sera une première mondiale. Donc on essaie d'avancer comme ça et de mouiller nos prestataires aussi. Donc on est, pour revenir précisément à la question, on n'est pas sur les technologies low-tech, mais on essaye effectivement de s'engager le plus possible sur le low impact. Voilà. Eh bien, merci pour ces éclaircissements. Une dernière question pour conclure, un peu plus personnelle cette fois-ci, de Tiffaine, qui te demande, à l'approche d'un grand départ comme celui-ci, dans quel état d'esprit tu es? Écoute, c'est un mix de pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Voilà, qu'on travaille avec des moyens très limités. Il y a beaucoup de choses à organiser avec le côté départ, etc. Bon, voilà, il y a la com qui va monter en puissance. Il y a beaucoup de choses. Même si j'ai des super partenaires qui sont hyper compréhensifs, qui me laissent du temps, etc. pour bien me préparer, faut partager tout ça avec eux. Je suis super content, ça c'est clair. Mais effectivement, cet aspect-là de communication, parce que aussi je suis là pour ça, pour parler de ces enjeux d'économie circulaire et de protection de l'océan, ça prend du temps. Mais en même temps, il y a plein d'enjeux techniques encore à régler, à mettre en place, on va dire à roder. Donc là, on est sur la fin de l'aspect technique, même si c'est jamais complètement fini sur un bateau. Mais donc c'est un mix de tout ça. Et puis effectivement, c'est une certaine appréhension, on va dire, en tout cas de l'imaginaire qui commence à travailler de plus en plus sur cette durée sur laquelle elle veut passer en mer, qui est absolument monstrueuse. Il faut savoir, c'est la navigation la plus longue au monde. Il n'y a pas plus long que le tour du monde à l'envers, quoi. Donc c'est assez particulier. Il y a aussi le penser, voilà, de laisser ma femme et mes 3 enfants pendant aussi longtemps. C'est aussi particulier. Je pense que ça va être assez émouvant le départ et je vais pas faire le fier, ça c'est clair. Donc ça va pas être très marrant. Il va falloir vite partir. Mais en tout cas, je me sens serein. Je sais que je pars avec un super équipier, un super bateau. Et que même s'il y a beaucoup de choses, c'est hyper dense et que c'est fatigant parfois nerveusement, voilà, etc., beaucoup d'énergie dépensée, je me dis qu'on est dans un super projet et que j'ai une chance de dingue de faire ça parce que j'aurais jamais imaginé, même il y a 4 ans, de faire le tour du monde comme ça. Et c'était quand même un doux rêve. J'ai raté une occasion de faire le tour du monde sur une course en 2004. Ça s'est pas fait. Et effectivement, faire le tour du monde à l'envers, passer les grands caps dans le Cap Horn, c'est un grand rêve qui est en phase de se concrétiser, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Romain pour toutes ces informations, cette présentation. C'est toujours aussi passionnant pour moi de t'entendre parler de ce projet, je me régale à chaque fois. J'espère que toutes les personnes qui nous suivent pour ce live aujourd'hui également, on te souhaite bien évidemment tout le meilleur pour cette belle aventure et ce beau challenge. Alors j'en profite pour vous rappeler, tu le disais tout à l'heure, et puis je vois que Ludovic partageait également les liens. N'hésitez pas à suivre les actualités et toute cette aventure en direct sur les réseaux, donc LinkedIn et Instagram, à la fois du Visit Again et puis d'Exia, puisqu'on ne manquera pas de faire vivre cette aventure, nous aussi, et de la relayer. Et puis j'en profite également, je sais que vous êtes nombreux là sur ce live, je vous en parlais tout à l'heure en début et en introduction, le fameux programme de mécénat de compétences qui nous servira notamment à accompagner Romain sur un nombre de ses projets, qui est ouvert à toutes les associations qui pourraient bénéficier ou nécessiter de l'aide d'Exia. Donc si vous êtes impliqué dans une association et que vous souhaitez pouvoir travailler avec nous grâce à ce programme, n'hésitez surtout pas à nous contacter, contact@exia.fr pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire pour vous accompagner également. Je vous remercie à toutes et à tous. Encore merci beaucoup Romain pour le temps. Je sais que là on est proche du départ et donc chaque minute compte. Donc merci d'en avoir passé quelques-unes en notre compagnie. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout un bon week-end. Et puis on se retrouve très vite avec des nouvelles de Romain. Yes. À bientôt. Merci à vous.